Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc aujourd'hui commencer notre cours de système de communication analogique numérique. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, mademoiselle Benmerar Lina, est-ce que vous m'entendez? Utilisez votre micro pour parler. Bonjour monsieur. Oui, on vous entend. Très bien. Donc, il n'y a pas tout le monde, donc j'ai à peu près, on a, tout le monde n'est pas encore là, donc il y a une vingtaine de personnes là. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer quand même d'avancer et de ne pas attendre jusqu'à perdre quelques minutes. Alors, donc, le cours d'aujourd'hui, donc, comme je viens de vous le dire, et s'intitule donc Système de communication analogique et numérique. Alors, donc, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce cours-là. Donc, si je vous transmets ici donc, en direct, donc en fait, je vais enlever cette étiquette pour qu'elle ne me gêne pas. Voilà, je vais la mettre ici, et puis c'est tout. Donc, est-ce que tout le monde voit le partage? Oui, Très bien. Donc, je vais donc essayer de vous expliquer quelques éléments qui vont intervenir lorsque on veut fabriquer un système de communication analogique ou bien numérique. Alors, avant de commencer à parler de façon précise, de façon bien, je dirais, bien, quand je parle de précis, ça veut dire de donner les éléments les plus importants de ce système, je vais revenir uniquement sur le terme système de communication analogique et numérique. Donc, vous voyez que si vous regardez ici, je vous ai dit, dans ce titre-là, on a donc trois éléments. On a la notion de système, la notion de communication analogique et la notion de communication numérique. Donc dans ce titre général, donc, vous trouvez ces trois éléments. Alors, avant de commencer à aller beaucoup plus loin, j'ai commencé à vous donner une petite définition de chacun de ces termes-là. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'un système de communication? On a dit qu'un système de communication, il renferme un certain ensemble de réseaux individuels, de systèmes de transmission, évidemment, quand je dis transmission, et de réception, de stations relais, intègre un système de communication. Donc, je répète, si on a un ensemble de réseaux, évidemment de télécommunications individuelles, un ensemble de systèmes de transmission, de stations de relais, d'équipements terminaux, quand on dit d'équipements terminaux, donc c'est les récepteurs en général, et ces récepteurs sont capables de s'interconnecter, donc de faire des interconnexions entre ces récepteurs et même de faire des changements d'opération entre ces différents donc, éléments. Donc si on a cet ensemble-là, on dit qu'on a donc un système de communication. Donc vous voyez, c'est quand même, le système renferme quand même un il faudra que vous-même, vous puissiez regarder pour bien comprendre cette définition. Maintenant, la notion de la communication analogique, je pense que tout le monde connaît ça, c'est quelque chose qui est quand même
bien connu. Donc, quand je dis communication analogique, surtout, je vais parler de la transmission analogique et transmission analogique, mais de données analogiques. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, si vous regardez toute la phrase, en fait, ce qui est important ici, c'est le fait de transmettre des données analogiques. Donc, les données sont transmises sous leur forme analogique. Donc, ce type de transmission donc, va nous donner un schéma dans lequel les données à transmettre initiales, c'est-à-dire physique. Hein. Si vous prenez le son, c'est un microphone, il vous donne directement les variations donc des cordes vocales, par exemple. Si vous prenez, si vous marchez dans la forêt et qu'il y a des bruissements des feuilles, donc que vous allez récupérer à l'aide d'un microphone, microphone, donc ça va vous donner un signal analogique, etc., etc. Donc tous ces signaux qui sont à l'état naturel c'est ce qu'on appelle des données analogiques. Donc si on veut donc faire la transmission de ce signal, donc vous voyez que le TCD doit effectuer une convolution continue du signal à transmettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va chercher une réponse par rapport à l'onde porteuse. C'est-à-dire que l'onde qu'il va transmettre va être une association de l'onde porteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous voulez transmettre ce signal sur des distances élevées, vous ne pouvez pas transmettre le signal de données analogiques lui-même sur des distances élevées, puisqu'il ne possède pas beaucoup de puissance d'énergie. Par conséquent, il faut donc le faire véhiculer à l'aide donc d'un signal qu'on appelle porteuse parce qu'il va le porter, qui lui, il doit posséder de l'énergie suffisante pour traverser des distances. Donc ça c'est, donc vous voyez que on dit dans le cas d'une transmission par modulation d'amplitude par exemple, la transmission se fait de la manière suivante. Donc vous voyez que si quand je dis la manière suivante, ça veut dire que j'ai un petit schéma ici qui vous explique comment, vous voyez que le signal de base, qui est le signal analogique, donc vous voyez que c'est une courbe qui est plus ou moins, je ne dirais pas, c'est une courbe, je ne dirais pas une sinusoïde, mais qui est constante. Donc, et sur cette courbe, la porteuse est donnée plus haut à côté, et le TCD, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc intégrer, il va réaliser, si vous voulez, un ensemble à l'aide de la porteuse et du signal analogique. Cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle justement cette réalisation de l'ensemble. Attention, cette réalisation de cet ensemble, ça s'appelle la modulation. Donc, cette modulation va nous réaliser une combinaison du signal porteur avec le signal analogique et ça nous donne un signal qu'on doit transmettre sur une ligne physique. Donc, voilà le schéma que vous avez devant vous. S'il vous plaît, je veux juste m'arrêter une minute pour dire, est-ce que vous suivez ce que je dis là? Vous m'entendez ou il y a quelque chose qui ne va pas? Allô? Ça fait rien. Celui qui veut parler, il parle. Hein, c'est pas obligé. Oui. Alors, vous me dites simplement si vous entendez bien ce que je vous dis là ou bien s'il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là pour corriger. Alors, donc, il y a certains qui n'aiment pas beaucoup parler. Oui, Abacha? Alors, le Céline, oui. Alors, le Céline est parti. OK. Vous dites à mademoiselle Céline qu'on peut partir, bien sûr, vous êtes libre, mais surtout ne pas faire de revendications par la suite pour me dire, c'est maintenant s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux corriger. Mais si vous partez, vous ne suivez pas le cours, je ne peux rien pour vous après. Alors, donc, je ne vais pas voir le chat. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire?
D'accord. Ça, c'est pas mon micro qui fait ça, hein. C'est le son que vous écoutez ici, c'est pas le son de mon micro. C'est le système, lui, qui est en train de faire ça, et c'est pas bien. Bon, je vais essayer de... Vous avez raison, donc il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut peut-être parler un peu plus fort. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour que tout le monde puisse donc écouter ce que je dis. Donc, je passe donc au troisième point, qui est la communication numérique. Donc, évidemment, vous avez tous compris la définition de l'analogique. Donc, entre cette communication numérique et l'analogique, ce qui va donc être différent, c'est le fait que la transmission, ce n'est plus la transmission analogique de données analogiques, mais de données numériques. Donc, vous voyez que les données maintenant, il faut les rendre. Alors, donc, lorsque les données numériques ont fait leur apparition, les systèmes de transmission étaient encore analogiques, et il a donc fallu trouver un moyen de transmettre des données numériques de façon analogique. La solution à ce problème était le modem. Son rôle est à l'émission de convertir les données numériques, c'est-à-dire un ensemble de 0 et de 1 en signaux analogiques. La variation continue d'un phénomène physique, on appelle ce procédé la modulation. Donc, en fait, évidemment, vous avez bien compris que à l'origine, donc, le signal il est analogique. Donc, avec l'évolution des différents types d'analyse et de traitement, donc on est passé donc, à numériser les signaux analogiques. Et là, donc, première solution, donc on a le modem, on a inventé le modem qui permet donc de moduler et de démoduler le signal numérique. Donc, maintenant, si on rassemble un peu tout ceci, voilà un peu la structure générale d'un système de communication. Donc, ici, donc vous voyez que on va... Alors, donc, vous voyez que dans ce schéma-là, donc, j'essaie de voir puisque vous ne voulez pas parler par micro. Donc ici, donc, vous voyez donc le signal analogique qui sort, par exemple, dans ce cas-là, c'est un signal vocal ou bien une image de votre locuteur. Donc ce signal qui va donc passer par ce qu'on appelle un transducteur. Un transducteur, ça veut dire qu'il va traduire les variations du signal réel, que ce soit les signaux lumineux, que ce soit les ondes acoustiques, en un signal ici qui s'appelle IV, c'est-à-dire intensité et volt, et donc tension et courant, donc électrique. Donc vous voyez que le transducteur va permettre le passage donc, des éléments réels de la vie, tels que l'image, le son ou autre chose, la température, la pression, tout ce que vous voulez. Donc, tous ces éléments qui sont ici, qui sont connus au niveau donc, de la nature, hein, ils vont être traduits en un mouvement de courant ou de tension électrique. Donc le transducteur va permettre de passer de ces éléments vers l'autre privé. Donc, et voyez la suite, donc c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Et au niveau du détecteur, c'est la même chose. Donc, on détecte un courant IV et on va faire un transducteur inverse qui va nous permettre de revenir à notre signal. Et dans le cas où le signal ici est un signal audible, donc à ce moment-là, donc vous aurez ici, vous allez écouter le signal. Alors, donc, je vous ai préparé ici une explication pour que plus tard, si les personnes qui sont là vont lire avec moi le texte. Donc, le texte, vous voyez que donc, vous avez, par exemple, dans le cas qui nous concerne, on parle de signal de source. Donc, pour généraliser tous les signaux possibles. Il n'y a pas que le son, il y a donc du son, il y a une image, il y a la vidéo, du texte, etc.
il y a donc toute une suite, donc ici, de sons, de paramètres, de délais, ou bien de paramètres physiques, de grandeur physique qui sont là. Donc, et ces paramètres physiques, donc, ils sont représentés par une fonction de temps S de t. Donc, vous voyez que le S de t va être transformé au moyen d'un transducteur, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, quand il s'agit par exemple du microphone pour le son, la caméra pour les images ou bien la vidéo. Donc, ils vont les transformer et ils vont leur donner donc la forme d'un signal électrique. Donc, vous voyez ici, donc on va obtenir un signal électrique. Et ce signal électrique qui va être donc porté à une certaine distance à travers un canal de transmission. Donc, l'information à transmettre réside donc dans la forme de la fonction S de t. Donc, ça veut dire que c'est la forme S de t qui va vous donner l'information que vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que c'est que le canal de transmission? Donc, ici, bon, nous, en général, on dit c'est le milieu de transmission, ou surtout, on dit c'est le support de transmission. Donc, vous pouvez donc, soit vous êtes en rayonnement en espace libre, c'est ce qui se passe pour les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire les ondes hertziennes. Donc, là, donc, on a des lignes de transmission. Soit on a la fibre optique, donc quand je parle de lignes de transmission, il y a toutes les lignes, depuis donc jusqu'à, je ne sais pas, des dimensions donc, de câbles qui contiennent jusqu'à 960 paires. C'est de gros câbles qui contiennent beaucoup de paires à l'intérieur. Donc, il y a aussi, donc ça, généralement, c'est du fil de cuivre. Hein. Les lignes de transmission, c'était avec du fil de cuivre. Vous avez aussi la fibre optique, ou bien vous avez les guidons, etc. Donc, vous avez tout un tas de moyens qui nous permettent de faire le transport de ces signaux. Tous ces moyens-là, on appelle ça le canal de transmission. Donc, ça veut dire que tout simplement, lorsque vous avez votre signal, quel que soit le signal, vous aurez toujours des perturbations donc, au cours de son transit, c'est-à-dire lorsqu'il passe d'un élément vers un autre, c'est-à-dire que lorsqu'il passe plus de l'émetteur vers le récepteur, par exemple. Donc, vous voyez ici le canal de transmission, ce qu'on appelle donc si le transit, donc ça veut dire qu'il traverse le canal de transmission. Donc, ces perturbations, je les ai notées ici, vous pouvez avoir des atténuations, vous pouvez avoir l'inverse, c'est-à-dire ajout de signaux parasites, mais vous pouvez avoir un tas de bruit, distorsion, etc., de toutes sortes. Donc, ça veut dire que avant que le signal arrive au récepteur, il est transformé par toutes ces distorsions que vous avez ici, toutes ces transformations. Donc, ça veut dire que finalement, le récepteur ne reçoit jamais exactement ce qui a été mis tout à fait au départ. Alors, donc, le signal transmis arrive au récepteur en plus. Donc, si les distances sont grandes, donc il faut qu'il mette un certain temps pour arriver au récepteur. Donc, il y a ce qu'on appelle des délais de transmission selon la distance qui sépare l'émetteur et le récepteur. Donc, maintenant, la fonction du récepteur, c'est d'abord évidemment de reconstruire le signal obtenu avec le maximum de fidélité, c'est-à-dire qu'il va ressembler le plus possible au signal émis. Ensuite, il faudra analyser sa forme pour extraire l'information contenue. C'est-à-dire, en fait, l'information, donc si vous avez évidemment reçu votre signal, d'abord il faut reconstruire la modulation comme elle se doit pour bien la démoduler. Et quand on va démoduler, donc c'est là où on va retrouver en numérique différents 1 et 0 qui contiennent le message. Et là, donc c'est ça ce qu'on appelle extraire l'information contenue à la source. Donc voilà un petit peu, en grosso modo, une discussion qui renferme un certain nombre de connaissances concernant donc, les éléments de votre cours. Alors maintenant, on va ici revenir à ce qu'on appelle les signaux de source. Souvenez-vous, donc on avait dit qu'on a
les signaux de source en télécommunication. Donc, dans les signaux, donc le signal source est la forme sous laquelle se présente la toute première apparition de l'information émise dans la chaîne de télécommunication. La nature physique du signal source est non électrique. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez bien compris tout à l'heure, quand je vous ai parlé de pression, je vous ai parlé par exemple, de température, vous pouvez donc avoir la lumière, le son, c'est de l'acoustique. Donc, tout c'est la nature acoustique, la nature, toutes ces natures-là. Donc, ici, c'est des natures, au départ, elles sont non électriques. Donc, elles n'ont pas la forme électrique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principaux types de signaux sources sont le son, l'image et le texte. Donc, vous voyez qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire donc, de signaux électriques IB. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut utiliser les transducteurs pour pouvoir transformer ces principaux types de signaux que nous, on va utiliser en télécom, c'est-à-dire le son, l'image et le texte, les transformer en un signal électrique. Mais qu'est-ce que c'est que le signal sonore et le signal vocal? Alors, donc, ici, donc, si vous regardez bien, donc, je viens de vous dire que ce qui va nous intéresser le plus pour les télécoms, c'est le signal sonore, ou bien c'est la vidéo, ou bien c'est le texte. Donc, on va commencer à parler du signal sonore, ou bien le signal vocal. Bon, le signal sonore, c'est général, le signal vocal va directement nous intéresser puisqu'il s'agit de la parole. Donc, le son consiste en une onde de pression se propageant dans l'air qui est désignée en physique par onde acoustique. Donc, vous voyez, le son est une onde de pression se propageant dans l'air qu'on appelle généralement onde acoustique. Donc, comment elle est caractérisée, cette onde acoustique? Par sa fréquence. Donc, la fréquence des vibrations acoustiques varie de 20 Hz, le son grave, à 20 000 son aigu. Donc, vous voyez que ce que je dis là, donc, c'est les caractéristiques du son. Donc, les caractéristiques du son sont la fréquence de vibration acoustique varie de 20 Hz, son grave, à 20 000 Hz, son aigu. Nous venons de dire que ici, vous voyez, donc, bon, je regarde ici, nous venons de dire le signal sonore et le signal vocal. Est-ce que le signal vocal peut-il peut-il justement avoir des fréquences de vibration qui sont dans cette gamme-là? Oui, mais les sons de la parole, c'est-à-dire le signal vocal, ne va pas de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, mais c'est une bande qui est inscrite à l'intérieur de cette grande bande. Ça, c'est pour les sons, quel que soit le son audible, mais qui ne signifie rien du tout. Par exemple, le cri d'un oiseau, par exemple, le bruissement des feuilles lorsqu'on marche dessus, ou bien le bruissement d'un ruisseau, ou quelque chose comme ça. Donc ici, on dira que les fréquences de ces différents sons varient de 20 Hz à 20 000 Hz. Mais si on parle de la parole, on sait que la parole, ça va entre la fréquence fondamentale qui est de l'ordre de 200 Hz pour les hommes et de 400 Hz pour les femmes, et ça va aller jusqu'à, alors évidemment, si vous regardez la téléphonie, on vous dit c'est 3, quelque chose kilohertz, mais nous, les sons, si vous regardez les sons, vous pouvez trouver des sons jusqu'à 8000 Hz. Par exemple, le feu, le che, et vous pouvez trouver des fréquences qui vont aller jusqu'à à peu près 8 kHz. Signal sonore, signal parole, c'est à peu près la même démarche pour la lumière, l'image et la vidéo. Donc, vous voyez que
La lumière est une grandeur qui obéit selon le besoin à deux modèles physiques. Alors ça, c'est, je ne sais pas si vous avez fait les cours des modèles physiques de Pythagore. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose? Belacel, je vous écoute, hein, je ne vous entends pas. Attendez. Oui. Allô? Belacel, vous m'entendez? Non. Ben Rahmani, vous êtes là? Ben Oui, Rahmani, monsieur. Oui, monsieur. pourquoi vous êtes sur deux, vous êtes, c'est bien Mohamed El Mahdi. Allô? Oui, monsieur. Vous êtes branché deux fois ou quoi? Non, je suis sur mon PC. D'accord, ok. Donc c'est pas vous, donc ici. Ok. Alors, ben, monsieur, ben, puisque je vous ai, est-ce que vous suivez bien ce que je dis là ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Monsieur Benrahmani, Oui, ça va, monsieur. vous arrivez à suivre? Oui, monsieur. Ok. Allez, on va continuer alors. Donc ici. Donc, je vous ai expliqué donc que, évidemment, nous avons deux modèles. Le modèle corpusculaire, ça veut dire que c'est des photons, et le modèle ondulatoire, ce sont des ondes électromagnétiques. Nous, on se place dans cette deuxième catégorie. Donc, dans les télécommunications, donc, utilisent les modèles ondulatoires. Donc, ils donnent quelques caractéristiques ici. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la vitesse de l'onde acoustique. Ici, la vitesse de l'onde électromagnétique. Vous voyez que c'est 3, 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Et donc, l'intensité lumineuse, donc c'est la même, c'est exactement la même définition. Et la bande de fréquence du visible, donc elle va de 4 10 puissance 14 mètres à 8 10 puissance 14 Hertz. Donc, pour la lumière visible. Donc, on a donc les longueurs lambda, c'est de l'ordre de 740 nanomètres. Donc, vous voyez que ici, si vous voulez, on va de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et souvenez-vous, cette grandeur est très importante. Lambda, ce n'est que le rapport de la célérité, c'est-à-dire de la vitesse de l'intensité lumineuse, la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique, sur sa fréquence. Donc, on dit que c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, je rappelle tout ça parce que vous aurez besoin peut-être, si vous voulez calculer votre antenne et calculer la plage que vous voulez utiliser en ondes électromagnétiques. Donc, en électronique, une image fixe est transformée par un capteur caméra en un tableau de points lumineux qu'on appelle des pixels, qui sont des valeurs représentant l'intensité lumineuse et la couleur de chaque point de l'image. Donc, toute couleur dans la nature peut être décomposée et représentée sous la forme des trois couleurs fondamentales rouge, vert, bleu. Donc, le signal vidéo est une suite d'images. Donc, si vous arrivez à comprendre comment elle est réalisée une image, donc le fait de faire bouger les images et les lumières, vous allez obtenir un signal vidéo. Donc, le signal vidéo est une suite d'images, trame d'images animées, auxquelles est fusionné un son. Donc, vous aurez évidemment ici une fusion avec le son. Alors, le texte. Donc ici, je viens vous expliquer les deux éléments les plus importants qu'on utilise souvent,
c'est-à-dire le son et le signal de parole. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les images et les vidéos. Donc, pour comprendre l'image vidéo, donc on a donné quelques informations sur la lumière et la propagation donc, de l'onde électromagnétique, bien sûr, en considérant que la propagation du monde électromagnétique ou, comme je dirais tout à l'heure, les deux techniques, en fait, les deux modèles, l'une qui est l'une qui va se baser sur le fait qu'un ion qui va passer d'une couche vers une autre va émettre une vibration, ou bien c'est une onde électromagnétique haute, mais à la fin, on aura toujours, ce sera le même problème. Donc ici, ben, je reviens un petit peu en arrière, spécialement un peu recherchement quelconque. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ici. Vous voyez que lorsqu'on parle de photons, ou lorsqu'on parle d'ondes électromagnétiques, en fait, il y a une différence symbolique dans la manière de traiter le problème, mais le problème, c'est le même. C'est-à-dire qu'ici, le fait de dire que les photons, c'est quoi? C'est le passage. Lorsqu'on est sur une couche, un électron, il est sur une couche et il passe vers une couche, il va émettre un photon. Donc, cette émission de photons, c'est ce qui est traduit ici en ondulation comme une onde électromagnétique. Donc, vous voyez que, quel que soit le cas, donc tout ce qui est dit ici, tout ce qui est dit en bas, est valable. Donc, tout ceci est valable, quel que soit le modèle que vous utilisez. Donc, bon, après, bon, on a parlé de l'image et de vidéo, ça, c'est autre chose. Maintenant, je disais, il nous reste donc à expliquer un peu le texte. Bon, le texte, tout le monde sait ce que c'est. Donc, un texte, c'est un ensemble de caractères d'un alphabet. Donc, il peut représenter un signal de source aussi bien sous forme de l'information visuelle, extraite d'une image, c'est le cas où on a un fax ou bien une photocopie, ou par ici Pardon, monsieur, ça se coupe. oui, alors attendez-vous. Ah, voilà. Je crois que c'est Webex qui va nous couper. On va s'arrêter, je crois, à 10, 10, il va nous couper. Donc, on aura peut-être un peu de temps qu'on aura perdu. Bon, je continue ici. Donc, vous voyez, donc, je disais le texte, donc, c'est un ensemble de caractères d'un alphabet. Donc, il peut représenter un signal de source aussi bien sous forme de l'information visuelle. Donc, ici, évidemment, cette information visuelle, elle est extraite d'une image, soit un fax, une photocopie ou une image maintenant, on peut prendre des images directement, ou par une représentation numérique de chaque caractère selon un codage, donc qui est ensuite ramené à un signal digital, c'est-à-dire une séquence de 1 et de 0 qu'on désigne par unité binaire ou bit. Donc, vous voyez qu'après, une fois on a donc ces unités-là, on va utiliser donc ici un code. Alors, historiquement, il y avait le code Morse qui était très utilisé, puis il y a eu le code Bodo. Enfin, maintenant, évidemment, il y avait le Telex, mais maintenant, ensuite, le code ASCII qui est très utilisé actuellement. Et maintenant, il y a d'autres codes qui sont encore de. Donc, une fois on a une image et qu'on a extrait de l'image et une certaine numérisation de cette image, après, les séquences, on peut les coder de diverses manières. Donc, voilà, ici, c'est juste un aperçu, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup plus de codes que cela. Alors, donc, avant de terminer, donc, je vais juste parler un peu des supports de transmission. Donc, vous voyez que nous avons la partie de la chaîne télécommunicative que nous avons désignée de façon générale par canal de transmission, représente le milieu physique dans lequel le signal émis se propage et arrive
Donc, vous voyez un petit peu la définition donc, de support de transmission. La partie de la chaîne de télécommunication que nous avons désignée de façon générale par canal de transmission. Donc, vous avez vu, canal de transmission. Donc, ce canal, il représente un milieu physique dans lequel, évidemment, le signal émis se propage. Donc, je vous ai parlé des milieux, donc je vous ai dit, soit vous pouvez prendre des fils de cuivre, donc il y a la paire, la paire force AD, puis après une paire et une autre, donc qui est importée, après une 8, 16, etc. Et vous pouvez trouver des câbles qui vont jusqu'à 950, 960 voix là-dedans. Donc c'est de gros câbles. Vous pouvez trouver des câbles, le fil il est en cuivre, bien sûr. Vous pouvez trouver des câbles qui sont blindés, c'est-à-dire qu'au-dessus de ces câbles, donc on met une couche de plomb. Ça, c'est généralement c'est pour traverser les oueds ou bien les mers, etc. Donc ça, c'est la technologie avec laquelle on fabrique. Maintenant, il y a la fibre optique. Maintenant, la fibre optique, qui remplace à peu près le câble, c'est des petits brins de silice qu'on met exactement comme si c'était du cuivre, mais on utilise la silice. Donc, on appelle ça donc, la fibre optique. Donc, celle-là aussi, elle a ses caractéristiques. Donc, chacune de ces canaux de transmission ont des caractéristiques. Donc, alors, voyez, donc la nature physique de ce signal peut être une onde électromagnétique avec des fréquences allant de 3 kg jusqu'à 300 gigas, ou une onde optique avec des fréquences de l'ordre de 10 puissance 14, etc. Donc, tout dépend de ce que vous allez utiliser. Donc, alors, maintenant, si on parle de propagation libre, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'espace pour cela, donc l'onde électromagnétique est rayonnée par une antenne aérienne au niveau de l'émetteur, elle se propage en ligne droite dans l'espace, donc vous voyez, elle est détectée par une antenne au niveau du récepteur. Cette onde est très souvent désignée par onde hertzienne, dans ce cas-là, on dit qu'on a une onde hertzienne, ou onde radio. Donc, si vous trouvez dans la littérature onde hertzienne ou onde radio, donc vous dites que c'est une onde électromagnétique rayonnée dans l'espace, c'est tout. Les systèmes de télécommunication pour onde hertzienne existent. Voilà, donc on s'est arrêté donc ici. Alors, est-ce que tout le monde voit cette image? Alors, Oui. alors, donc ici, je vous ai mis cette image pour vous donner tous les cas possibles lorsqu'une antenne émet un signal dans l'espace libre. Donc, il rencontre des obstacles. Donc, vous voyez, ça, c'est un obstacle. Donc, vous voyez, cette onde interagit avec les obstacles et les matériaux qu'elle traverse selon les lois de l'optique géométrique. Donc, comme un rayon lumineux, elle peut subir une réflexion, une réfraction ou une diffraction. Donc, vous voyez que si votre onde arrive ici, vous voyez le fait que cette onde se sépare plusieurs ondes de réception différentes, on a ici une diffraction. Lorsque l'onde arrive ici et qu'une partie traverse, qu'on appelle la réfraction, et une partie revient en arrière, on appelle ça une réflexion. Donc vous voyez que lorsqu'une onde électromagnétique donc, trouve sur son chemin un obstacle, on ne va pas trouver toutes ces fonctions-là, en fait, comment dire, ces fonctions, en fait, subir, on ne peut pas dire qu'elle va subir toute la réflexion, la diffraction en même temps. On peut les avoir en même temps, mais on peut avoir une ou l'autre de ces trois-là. Donc, vous voyez, donc ça c'est une des caractéristiques. Donc, les ondes optiques en propagation libre sont aussi utilisées en télécommunication, mais uniquement dans la bande infrarouge. Donc, vous voyez. Alors, ça c'est lorsque vous êtes donc ici, lorsque vous êtes uniquement dans propagation libre. Bien sûr, quand on parle de satellite, par exemple, le fait qu'une unité sur terrestre va émettre la programmation à un satellite
lui va arroser, qui lui va arroser un espace, évidemment, ça va se faire dans l'espace libre ici. Hein, ça ne va pas se faire dans autre chose. On utilise l'espace libre. Maintenant, évidemment, parfois, on utilise ce qu'on appelle la propagation guidée. La propagation guidée, donc vous voyez ici, l'émetteur est matériellement connecté à un support, tel qu'un câble, qui va transporter l'onde émise jusqu'au récepteur. Les supports de transmission les plus utilisés sont la ligne bifilaire, le câble coaxial ou la fibre optique. Donc, vous voyez que ce que je disais tout à l'heure, donc vous voyez la fibre ici, voilà le cas de la ligne bifilaire. Dans ce cas-là, vous voyez une paire, deux paires, trois paires, quatre paires. Donc ici, vous avez quatre paires. Donc, la ligne bifilaire convient pour les fréquences les plus basses, mais au-dessus de 30 km. La ligne bifilaire se comporte comme une antenne. L'onde n'est plus entièrement guidée car une partie est perdue par radiation vers l'extérieur de la ligne. Le but de la torsade est de confiner cette radiation parasite les deux fils. Ce type de ligne possède une capacité parallèle équivalente, non négligeable, proportionnelle à sa longueur, qui réduit la ligne à un court-circuit à très haute fréquence. Donc, vous voyez un petit peu les caractéristiques d'une ligne bifilaire. Donc, tant que vous êtes à des fréquences convenables, donc tout se passe bien, même les pertes, on peut donc les obtenir, les récupérer, enfin les diminuer, je dirais, en torsadant les fils, mais si vous augmentez votre fréquence, il y aura donc une connexion entre les fils, et il y aura donc un court-circuit, et donc ça ne marchera pas. Donc, toutes les lignes sont composées de deux conducteurs, possèdent une capacité parallèle équivalente par unité de longueur C, exprimée en farad par mètre, qui est égale au rapport entre la charge électrique sur les conducteurs et la tension en cours. Elle possède aussi une inductance série équivalente par une unité de longueur L, le courant dans les fils. Donc, vous voyez que si je regarde un petit peu ça, je dis donc une ligne de transmission, en fait, je peux le représenter par un filtre du type RLC. Donc, ayant donc, si vous voulez, vous voyez, une telle ligne est caractérisée par une impédance caractéristique notée Z, qui est égale à la racine carrée du rapport. Donc, vous avez ici la racine carrée du rapport entre LC. Donc, l'intérêt pratique, donc ici, l'intérêt, vous voyez, donc je vous ai mis mon bras. L'intérêt pratique de ce pas. Si la ligne, la totalité de la puissance du signal vous X et que votre ligne a une impédance de l'énergie. Donc, voilà ce que ça veut dire. Donc ici, le cas du câble coaxial, donc vous voyez ici, par exemple, si vous prenez le câble coaxial, donc vous voyez que le câble coaxial il est donc formé par quatre éléments. Donc ici, c'est une barre de cuivre, hein, c'est ce qu'on appelle lame en cuivre, ça c'est un fil en cuivre. Et là, c'est un isolant en plastique. Et ici, vous voyez que c'est une tresse de cuivre. Donc celui-là est conducteur, celui-là est conducteur, celui-là est isolant. Donc vous voyez, c'est un isolant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contact entre lame en cuivre et puis le blindage qui est ici. Et là, on termine avec une gaine isolante qui est à l'extérieur. Donc en fait, le courant va passer entre ce fil et
cette tresse qui est ici. Donc, ici, les fuites par radiation sont énormément réduites. Le câble coaxial est utilisé pour des fréquences allant jusqu'à 1 GHz. Il existe deux standards d'impédance caractéristique, 50 ohms et 75 ohms. Donc, vous voyez, ce sont ces deux les caractéristiques d'une ligne coaxiale. Maintenant, les caractéristiques d'une fibre optique. Donc, vous voyez qu'une fibre optique, en fait, vous voyez comment elle est située. Donc, on dit une fibre optique est constituée d'un matériau isolant, flexible, la silice SiO2, de forme cylindrique. Sa section transversale est divisée en une partie centrale, appelée cœur, qui est entourée d'une gaine d'indice de réfraction légèrement plus élevé. Donc, vous voyez que, donc si vous voyez ici votre en bleu, donc ici, et votre rayon, donc le cœur, ce qu'on va appeler le cœur ici, et le rayon qui traverse. Donc, vous voyez que le rayon va traverser, donc il y a une réflexion ici qui va venir là. Donc, on va voir que, en fait, ça, c'est le principe de la propagation par réflexion interne. Donc, on va voir par la suite que ces réflexions, évidemment, ont une importance très importante pour définir la nature du. Donc, généralement, donc la fibre, on la trouve comme ça. Donc, vous voyez que c'est un câble avec ici des paires. Donc, vous voyez que vous avez qui sont elles-mêmes gainées. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc ici la fibre optique. Alors, donc, voilà ce qu'on appelle un guide d'onde. Ce support est utilisé en télécommunication aux hyperfréquences, donc les GHz jusqu'à 300 GHz, pour la transmission sur courte distance de signaux à très haute puissance. Donc, par exemple, comme tronçon final de connexion d'une antenne radar. Donc, il est constitué d'un seul conducteur dans la section transversale et creuse, de forme rectangulaire ou circulaire. Le laiton, est un alliage, Cu, donc cuivre et zinc, et le métal conducteur le plus utilisé. Donc, c'est un mélange cuivre et zinc. Donc, une onde électromagnétique est guidée le long du vide intérieur de la structure. Donc, vous voyez un petit peu, ça, c'est le guide d'onde métallique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la ligne imprimée. Donc, ici, donc, en fait, vous voyez la ligne imprimée. Donc, c'est un substrat dans lequel donc, on va mettre ici un certain voilà, une masse qui est ici, enfin c'est du cuivre, hein, et la masse. Et vous avez ici une piste qui va de part et d'autre, qui est aussi en cuivre, et le reste ici c'est un isolant qu'on appelle un substrat. Donc l'ensemble, il aura donc ici défini par sa hauteur H et par la largeur de la piste. Donc ici, ils ont mis de l'ordre. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, une couche de cuivre recouvre entièrement une pâte du substrat et forme la masse du signal. Une piste en cuivre sur la façade proposée, micro-ruban, guide le signal électrique. Donc, l'impédance caractéristique de la ligne micro-ruban dépend de la permittivité du substrat et du rapport largeur W du ruban sur l'épaisseur H du substrat. Dans le cas où le substrat est de l'époxy, W sur H est égal à 2, donne une impédance caractéristique de 50 Hz. Donc on arrive donc, à peu près à obtenir la caractéristique d'une ligne classique, qui est la ligne de cuivre, une paire de cuivre. Donc ici, bon, donc j'ai mis donc, la fin de notre cours, donc le premier cours, donc ici, bon, ça c'est un ancien, ici, le premier cours, donc on va mettre ici, série 26.